Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle invitation au voyage. Aujourd'hui, on fait tourner le globe à vitesse grand V. L'exaltation de la vitesse, c'est justement ce qui a animé notre guide à Milan, Umberto Boccioni. Ce peintre et sculpteur a voulu traduire le mouvement dans son travail, l'énergie d'une ville en train de changer, grouillante, bruyante. Il sera notre inspiration. On lâchera les chevaux également en Irlande. Rapides, robustes et parfois les deux, ces fières montures ont un peu de sang normand, un peu de sang anglais. Ils ont accompagné les Irlandais à la guerre comme dans les champs. Et aujourd'hui, ils les mènent au pas de course. À vous de miser sur le bon cheval, dans l'héritage. Un peu moins de 70 chevaux, ça c'est ce qui nous attend sur la route d'Acher à côté de Paris. Dans l'histoire inattendue, je vous raconterai comment une voiture a réussi à dépasser les 100 km/h pour la première fois au monde. Enfin, en Chine, dans les montagnes du Chonglai, nous trouverons les légumes nécessaires à notre recette du jour. Quelques poireaux sauvages, de la coriandre des bois, un accompagnement idéal pour sublimer la viande de lapin grillée. Et tout de suite, je vous emmène en Espagne pour la devinette. Il n'y a pas beaucoup de touristes qui se baladent ici sur les hauteurs de Barcelone, à Pedralbes. Ce quartier est fréquenté par la haute bourgeoisie catalane et notamment au XXe siècle par un certain Guillermo Grau y Rifé. Ce Catalan a réussi à gagner énormément d'argent sans jamais travailler. Comment a-t-il réussi son coup à votre avis? Vous vous doutez bien que son truc n'était pas très net. Avant d'avoir la réponse, on fonce vers Milan pour tenter d'attraper au vol l'inspiration fringante du peintre et sculpteur Umberto Boccioni. Cet artiste italien fasciné par le mouvement. Je sens que je veux peindre le neuf, le fruit de notre ère industrielle. Les vieux murs, les vieux bâtiments, les vieux motifs de réminiscence me donnent la nausée. Je veux avoir l'œil sur la vie d'aujourd'hui. C'est un jeune homme de 25 ans, au bord de l'écœurement. Quand Umberto Boccioni couche ces mots dans son journal en 1907, l'artiste est en pleine crise picturale. Après des années d'itinérance à travers l'Europe, il s'installe à Milan. Las de répéter les formes du passé, il a soif de nouveautés. Boccioni, comme beaucoup de Milanais, n'est pas originaire de Milan, mais il contribue à l'essor de cette ville. Elle le fascine, et plus que tout autre artiste, il en saisit la modernité. Son effervescence, ses tramways, son architecture, tout ce qui incarne l'innovation et qui regarde vers le futur. Galvanisé par ce dynamisme, Boccioni invente un nouveau langage et devient l'un des plus grands porte-voix de l'esthétique futuriste. Lorsque Umberto Boccioni pose ses valises à Milan, la ville est en pleine transformation. Capitale économique de l'Italie, Milan baigne dans un enthousiasme effréné pour la modernité. Le jeune peintre, originaire de Calabre, encore adepte de la touche divisionniste et du réalisme, s'y surprend à rêver d'avenir. Boccioni choisit Milan parce que c'est une ville tournée vers un certain renouveau artistique et aussi pour son atmosphère de centre de création, son ouverture internationale. L'extension tentaculaire de la ville industrielle à l'aube du XXe siècle nourrit la fièvre créatrice du jeune artiste. C'est au-delà de l'antique Porta Romana que le paysage urbain milanais offre sa transformation la plus spectaculaire. Depuis sa fenêtre, Boccioni observe chaque jour le balai des ouvriers qui construisent de nouveaux immeubles. Porta Romana désigne plus largement un quartier assez étendu du sud de Milan, à l'aspect complètement nouveau. Ce n'est plus une ville de maisons d'habitation, d'ateliers et autres, mais une ville d'usines, de grands complexes industriels et de manufactures imposantes.
Boccioni fréquente cette zone périphérique milanaise qu'il se met d'ailleurs à peindre. Il y avait notamment une ligne ferroviaire qui passait ici, à la gare de Porta Romana, plaque tournante de l'industrie milanaise, ainsi qu'un certain nombre d'usines déjà implantées ou d'autres qui sortaient littéralement de terre. L'électricité, le train, l'industrie lourde, ces thèmes captivent Boccioni, y compris sur le plan idéologique. Dans ce quartier populaire, Boccioni partage le quotidien des ouvriers. Il assiste aux mouvements sociaux conduits par le Parti socialiste qui marquent la vie politique milanaise du début de siècle. Progressivement, la couleur de ses idéaux s'immisce dans sa peinture résolument sociale. 1910 est une année charnière. Son exaltation du monde moderne se déploie dans une toile en particulier. La ville monte est une œuvre où l'énergie urbaine devient vision avant-gardiste. Elle est considérée aujourd'hui comme la première œuvre futuriste du peintre. Il abandonne toute intention naturaliste. Le cheval est rouge feu. Même les vêtements des ouvriers sont d'un jaune ou d'un vert criard. Et la poussière du chantier, à contre-jour, se transforme en halo bleuté, comme si le spectateur était ébloui par la lumière du soleil. Le grand cheval de trait symbolise l'énergie, non seulement celle du labeur, mais aussi celle du progrès. Toute la ville participe à cette énergie, s'en fait l'écho et l'incarne à son tour. La ville monte. En s'élevant, elle accomplit un geste actif. C'est comme un organisme vivant qui dresse ses cheminées et ses échafaudages vers le ciel. Une nouvelle Milan prend forme sous ses yeux. La ville se dote de l'électricité et s'emplit de stimuli visuels et auditifs qui ravissent l'artiste. Dans la cacophonie de la rue et le vacarme des machines, Boccioni perçoit des palpitations de vie qu'il transpose sur la toile. Boccioni a manifestement été marqué, fasciné par la ville et tous ces bruits que nous entendons encore aujourd'hui, comme celui des ouvriers qui s'activent. Un de ces tableaux s'intitule même littéralement « La rue entre dans la maison ». C'est cela qui frappe Boccioni. Il veut vivre pleinement cette immersion dans le vortex de la modernité, comme il dit. Entrer dans le vortex écrasant de la modernité à travers ces foules, ces automobiles, ces télégraphes, ces quartiers populaires déserts, ces bruits, ces cris. Bref, présenter tous les aspects sauvages et anti-artistiques de notre époque. Cette nécessité, Umberto Boccioni la partage avec un petit groupe d'artistes rencontrés à Milan. Sous la houlette du subversif intellectuel Marinetti, il fonde le mouvement futuriste, bien décidé à réinventer l'art en faisant table rase du passé. Obsédés par tout ce qui met l'homme en mouvement, ils proclament dans leur manifeste « La splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle, la beauté de la vitesse ». Au cœur de Milan, le vélodrome Vigorelli est animé 2 fois par semaine par les courses d'entraînement cyclistes. La vitesse contient en soi la synthèse de toutes les forces en mouvement. Elle était perçue comme la chose la plus pure, tandis que la lenteur renvoyait à la fatigue, aux efforts, au repos. Et c'était quelque chose d'abject.
Pour les futuristes, et pour Boccioni en particulier, la vivacité du geste athlétique, et donc du mouvement sportif, est absolument fascinante. Mais ce qui intéresse le peintre, ce n'est pas de représenter une scène réaliste, telle qu'on peut l'observer, mais de traduire le mouvement lui-même. Il était tellement captivé par ce mouvement continu qui ne s'arrête jamais. Tout bouge, tout court, tout tourne rapidement. Une figure n'est jamais immobile devant nous. Elle apparaît et disparaît constamment. Alors qu'à Paris, au même moment, le cubisme défraie la chronique en déconstruisant les volumes, Boccioni va plus loin. S'affranchissant des règles de la perspective, il décompose puis superpose les plans en un seul pour mieux transmettre la sensation de mouvement. En 1913, son tableau Dynamisme d'un cycliste fait date. Un vélo immobile, ça ne l'intéresse pas. En mouvement, en revanche, oui. Et c'est ce mouvement qu'il cherche à retranscrire sur la toile, par le tracé de lignes courbes, d'angles vifs et de couleurs complémentaires agressives. L'agressivité est un concept clé du futurisme. Dans le manifeste des futuristes, il est même indiqué qu'une œuvre d'art dépourvue d'agressivité ne saurait être un chef-d'œuvre. On la retrouve donc naturellement dans la palette de Boccioni, dans les couleurs qu'il choisit pour ses sujets. Le rouge, le bleu, le noir. Des teintes qui, appliquées au dynamisme d'un cycliste ou celui d'un footballeur, renforcent encore l'impression de mouvement. Les couleurs complémentaires chez Boccioni nous permettent de mieux comprendre l'interpénétration des plans, cette fusion, cette unification des différents sujets. Elles jouent un rôle essentiel dans notre perception de l'objet en mouvement. Ce qu'il y a de révolutionnaire dans Dynamisme d'un cycliste, c'est que le vélo n'y est plus reconnaissable en tant que tel. Dans leur volonté de réinventer artistiquement leur époque, les futuristes voient les avancées techniques et scientifiques du tournant du siècle comme une formidable opportunité. La découverte des rayons X ou encore l'invention de la chronophotographie bouleversent la perception de l'espace. Boccioni s'empare de ces révolutions. Dans sa trentaine, il s'aventure vers de nouvelles formes d'expression. Surplombant l'effervescence de la place du Duomo, le musée du Novecento est un cube monumental, inspiré de l'architecture rationaliste des années 1910-1920. À l'intérieur, les œuvres de Boccioni envahissent l'espace. C'est comme si Boccioni faisait exploser sa peinture dans l'espace. La sculpture prolonge cette énergie à travers la présence des lignes de force, bien au-delà de la simple représentation. La sculpture offre à l'artiste une dimension supplémentaire, lui permettant d'accentuer l'élan du mouvement. Cette expression de l'énergie fascine les futuristes. Elle s'accorde à leur vision politique d'une force conquérante et destructrice. En 1913, Boccioni conçoit l'ébauche de son œuvre, forme unique de la continuité dans l'espace. Une représentation abstraite d'un individu en marche vers le progrès. L'originalité de la sculpture de Boccioni ne réside pas dans la simple création d'un objet dans l'espace, mais dans la réalisation d'une continuité des formes dans l'espace. Il conçoit son œuvre en osmose avec l'environnement auquel elle participe.
Forme unique de la continuité dans l'espace de Boccioni ne se contente pas de représenter le mouvement. C'est une œuvre dynamique qui oblige le visiteur à se déplacer, à en explorer du regard chaque facette et à tourner autour pour comprendre que la sculpture n'a pas de mouvement qui lui soit propre, mais qu'elle s'inscrit dans une dynamique plus vaste, à laquelle participent les forces et l'énergie de l'univers. C'est aussi une œuvre symbolique d'un certain état d'esprit, d'une attitude partagée par les artistes du futurisme, la conviction que l'art peut changer le monde. La vision exaltée de Boccioni se heurte dès 1914 au carnage de la Grande Guerre. Il s'enrôle pour le front et meurt 2 ans plus tard d'une chute de cheval. Poursuivant leur célébration de la guerre et leur culte de la puissance technologique, les futuristes rallient bientôt les thèses fascistes qui fleurissent dans ce terreau milanais où Boccioni a trouvé son langage. Bien avant Umberto Boccioni et les futuristes, un autre homme a fait entrer Milan dans la modernité, en faisant de cette ville la capitale de la Renaissance. Le duc Ludovic Sforza, c'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. Un château sans passage secret, c'est un peu comme un avion sans ailes, des moules sans les frites ou Laurel sans Hardy. Il manque un truc. Versailles en regorge, comme Neuschwanstein en Bavière, tout droit sorti de contes de fées. Il aurait servi de modèle pour celui de la Belle au bois dormant. Ou Amboise, un souterrain mené directement François Ier chez Léonard de Vinci au Clos Lucé. Léonard, les secrets, il adore. Il n'y a qu'à voir la mystérieuse Joconde, vue de ce côté, elle sourit, vue de celui-là, elle fait la gueule. C'est lui qui a dessiné les plans d'un passage secret reliant le château des Sforza à Milan à l'église Santa Maria delle Grazie. Pendant longtemps, ce passage était un mystère. On en avait bien entendu parler, mais on ne savait pas trop où il était. Preuve que Léonard a bien fait le job. Mais début 2025, des chercheurs de l'école polytechnique de Milan annoncent avoir réussi à le localiser grâce à un tout nouvel outil, un radar à pénétration de sol. Pourquoi relier le château à l'église ? Pour aller plus vite à la messe ? Pas sûr. Le commanditaire des travaux, c'est lui, Ludovic Sforza. Après avoir piqué le pouvoir à son neveu, il fait de Milan l'une des plus grandes cours d'Europe. Amoureux des arts, des poètes, des humanistes, il fait venir le jeune et très prometteur Léonard. Ludovic et sa femme, Béatrice d'Este, forment l'un des couples les plus en vue de la Renaissance. Et avec eux, Milan devient il posto alla moda, the place to be. Il est fou d'elle. À son propos, il écrit « Elle m'est plus chère que la lumière du soleil, que ceux qui disent ça aujourd'hui lèvent la main. » Seulement voilà, Béatrice meurt subitement en couche. Elle a 21 ans, lui 44, et Ludovic est dévasté. Ce serait pour se rendre plus vite sur sa tombe, dans l'église Santa Maria delle Grazie, qu'il aurait demandé à Léonard ce tunnel secret. D'habitude, les souterrains ont une vocation militaire pour se planquer ou se tirer. Ludovic Sforza était finalement très en avance sur son temps. Il a choisi de faire l'amour, pas la guerre. L'Irlande à cheval, voilà ce que je vous propose maintenant. Je vous laisse le choix de la monture, puisqu'il y a autant de races de chevaux irlandais que de changements de météo dans une journée là-bas. Et il y a une raison à cette variété. Un amour incommensurable des Irlandais pour les canassons. Un vieux dicton raconte l'attachement des Irlandais à leurs chevaux. Vends ta vache, achète un mouton, mais ne reste jamais sans cheval. Un lien qui tient depuis plus de 2000 ans, sans faiblir. Les Irlandais ont élevé et croisé leurs chevaux avec patience et savoir-faire. Chaque race s'est adaptée à la rudesse des paysages de l'île. Leurs chevaux ont ainsi pu rendre de précieux services sur les territoires qu'ils ont traversés. Compagnons indispensables du travail des champs, ils sont aussi devenus des références dans le monde du sport équestre. Ce qui m'anime ici, c'est l'amour du cheval, plus que tout. Sa vitesse, sa puissance. Chaque animal est unique. Quand on s'en approche, on mesure leur force et à quel point ce sont des créatures majestueuses. C'est bouleversant. Nous, les Irlandais, tout au long de notre histoire, avons entretenu un lien étroit avec nos chevaux. C'est ancré en nous. Ça fait partie de notre culture.
À l'extrémité ouest de l'Irlande, là où les vents de l'Atlantique soufflent sans répit, s'étend le Connemara. Une terre cernée de montagnes et constellée de lacs. C'est là qu'est né un cheval unique, le poney Connemara, descendant des poneys indigènes qui arpentent encore ces paysages, témoins d'un monde ancien. Ici, dans le Connemara, on dit que les poneys embellissent le paysage. Ils s'y fondent comme s'ils avaient toujours été là, depuis des milliers d'années. La race s'est développée précisément sur ces terres de collines, de tourbières et de montagnes. À l'origine, des troupeaux de poneys sauvages couraient sur les hauteurs. Ils étaient plus petits que ceux d'aujourd'hui, mais les gens aussi étaient plus petits. Bien avant l'arrivée de toute influence étrangère, les poneys occupent une place essentielle dans la vie des Celtes. Les lois Bréon, un ancien code civil irlandais du 7e siècle, les décrivent comme des animaux robustes, agiles et rapides, même sur les terrains les plus escarpés. Compagnons de chasse, de voyage ou de combat, ils sont sélectionnés en fonction de leur utilité. Seuls les plus adaptés sont gardés pour la reproduction, tandis que ceux au tempérament trop farouche sont écartés. Ce poney est magnifiquement proportionné, avec un équilibre parfait entre l'encolure, le dos et la croupe. Cette morphologie s'est affinée au fil du temps. Autrefois, on les montait à deux, un cavalier et une personne en croupe. Les poneys étaient robustes. Leur force est une qualité essentielle. Dans l'Irlande ancienne, la société se compose d'une mosaïque de clans gaéliques. Alliés un jour, rivaux le lendemain, ils se disputent les troupeaux, les terres et les honneurs. Dans ce monde de lutte, le poney est tour à tour un butin, un instrument de guerre et une marque de distinction. Les Irlandais montaient sans selle ni étrier, vêtus d'une simple tunique. Lorsqu'un clan en défiait un autre, le butin le plus précieux, en cas de victoire, était les poneys de l'adversaire. Dans la culture celte, le cheval est l'un des animaux les plus sacrés. Les Celtes, comme tous les peuples anciens, avaient de nombreux dieux. Mais le dieu des dieux, pour les Celtes, c'était Manannán mac Lir. Or, Manannán mac Lir signifie Manannán, fils de la mer. Il vivait sous la mer et s'y rendait avec un cheval fabuleux et un char fantastique. On croyait, et certains y croient encore, que ce cheval vivait dans les lacs ou sous la mer et qu'il surgissait la nuit pour s'accoupler avec les poneys locaux. Très souvent, il choisissait la jument d'un homme très pauvre afin de doter son troupeau d'un atout exceptionnel. Au cœur de l'Irlande de l'Est, le comté de Kildare est depuis des siècles un haut lieu de tradition équestre. Il est ponctué de forteresses grises, comme le château de Kilkea. En 1066, Guillaume le Conquérant s'empare du trône d'Angleterre après la bataille de Hastings. Quelques décennies plus tard, les chevaliers anglo-normands tournent leurs ambitions vers une Irlande encore fragmentée qu'ils considèrent comme un terrain propice à l'expansion et aux conquêtes. Voici le château de Kilkea, la résidence seigneuriale des comtes de Kildare, la famille Fitzgerald. On croit souvent que le nom Fitzgerald est typiquement irlandais, alors qu'il est d'origine normande. Fitzgerald, c'est-à-dire les fils de Gérald. Le château a été construit par un mercenaire normand pour évincer les seigneurs en place. Les Normands introduisent des chevaux lourds, puissants et cuirassés venus de France et d'Angleterre. Ils deviennent des armes de conquête et des symboles de prestige au service de la guerre et du pouvoir.
Les chevaux qu'ils ont introduits étaient très proches du cob normand. Ils mesuraient entre 1,42 m et 1,52 m. Des animaux massifs, robustes, capables de porter de lourdes charges, considérés comme le nec plus ultra de l'époque. On les appelait d'ailleurs des destriers, un terme qui vient du latin dexter et signifie droitier, car lors des joutes, le cheval devait savoir se tourner vers la droite. À partir de 1169, les Anglo-Normands débarquent en Irlande, appelés par Dermot MacMorrough et soutenus par la couronne anglaise. Ces chevaliers, formés à la discipline et au code de la féodalité, deviennent les instruments d'une conquête méthodique. Un chevalier moyen dispose de 5 destriers, les plus riches de 25 ou davantage. Montés sur ces chevaux puissants, aguerris par les croisades et protégés par leur code de mailles, ils imposent leur domination sur les terres irlandaises. Les Normands remportent la victoire parce que la tactique des Irlandais, ce sont les raids d'éclairs. Rien qui puisse rivaliser avec des rangées de cavaliers normands, disciplinés, bien entraînés et entièrement cuirassés. À la fin des guerres médiévales, le destrier cesse d'être un cheval de bataille pour devenir un allié indispensable des fermiers irlandais, un pilier de la vie agricole. Une nouvelle ère s'ouvre au XVIIe siècle, lorsque la couronne britannique décide d'imposer son autorité et de consolider son emprise sur l'Irlande. Les familles catholiques locales sont alors spoliées, les terres étant redistribuées à des colons anglais et écossais protestants. Les nouveaux maîtres de l'île introduisent d'autres races, plus fines et athlétiques, qu'ils croisent avec les chevaux irlandais pour donner naissance à des montures plus puissantes, comme le hunter irlandais. Au sud-est de l'île, le comté vallonné de Wexford offre un terrain idéal à ses chevaux, parfaitement adapté à la chasse, le loisir favori des colons. Les colons possédaient des Irish Hunters, des chevaux issus de croisements entre un pur sang et un cheval de trait irlandais, le Irish Draft. Puissants, agiles et robustes, ils étaient aussi d'excellents sauteurs. C'est au XVIIe siècle que la course et la chasse deviennent des marqueurs d'identité ethnique et culturelle, mais aussi des marqueurs de statut social, ce qu'elles n'avaient jamais été auparavant. La raison est simple, les colons anglais deviennent rapidement l'élite sociale, politique et économique de l'Irlande. C'est d'eux que descendra par la suite la classe dirigeante anglo-irlandaise. Ils fondent ce qu'on appelle des hunt clubs. Ces clubs de chasse organisent alors des concours de saut pour leurs chevaux, d'où émerge plus tard la course d'obstacles que l'on connaît aujourd'hui, sous le nom de steeplechase. Le steeplechase voit le jour en Irlande en 1752. Tout commence par un pari entre deux chasseurs, Edmund Blake et Cornelius O'Callaghan, lors d'un dîner au château de Barry dans le comté de Cork. Ils se défient d'effectuer une course à travers champs, jalonnée d'obstacles naturels, de clocher en clocher. D'où son nom, steeple, clocher, et chase, course. Le lendemain, les deux hommes se retrouvent devant l'église St. John de la ville de Buttevant, puis s'élancent dans une course de 7 km. Ils franchissent haies, murets de pierre, fossés, ruisseaux, jusqu'à l'église Sainte-Marie, à Doneraile. Ce choix s'explique par le fait que les églises et leurs clochers étaient souvent le point le plus visible du paysage. Il était donc plus facile pour un cavalier de se repérer à travers la campagne et d'atteindre ainsi la ligne d'arrivée. Cette nouvelle élite anglaise s'approprie non seulement la majeure partie des terres, mais aussi les meilleurs chevaux. De nombreux croisements viennent alors enrichir la race irlandaise, en particulier avec des pur-sang anglais. Élevés et entraînés par cette aristocratie, ces chevaux s'illustrent dans des courses prestigieuses, totalement hors de portée des paysans. Le cheval cristallise alors les tensions entre Irlandais et Anglais.
En 1695, une loi est promulguée contre les catholiques irlandais, leur interdisant de posséder un cheval d'une valeur de 5 livres ou plus. L'objectif était de réduire la menace militaire potentielle qu'il pouvait représenter. Jusqu'au 19e siècle, les Irlandais utilisent le cheval principalement pour labourer. Mais la privatisation des terres, suivie d'une grande famine en 1845, vient rompre ce lien, privant les paysans de leurs chevaux. En réaction, à l'aube du XXe siècle, le Gaelic Revival ravive les traditions irlandaises et redonne au cheval toute sa place. Des foires aux courses, des races locales au pur sang, il devient à la fois le témoin de l'héritage rural et l'emblème d'une nation qui retrouve sa voix. Sur les vastes plaines du Curragh, dans le comté de Kildare, les courses de pur sang sont fréquemment disputées. Symbole de vitesse, d'endurance et d'élégance, ce site devient, après la guerre d'indépendance de l'Irlande, un emblème national. Le lien entre les Irlandais et le cheval se réinvente alors. Tout ce que vous voyez ici n'existe que grâce à notre amour pour le cheval et à notre volonté de le célébrer. Les tribunes, l'hippodrome, tout le travail fourni au quotidien. Les pistes d'entraînement, par exemple, sont ouvertes ici 365 jours par an. Bien plus qu'un simple champ de course, le Curragh est un rendez-vous populaire. Nous faisons partie de la communauté locale, ce qui est très important pour nous. Depuis des générations, les habitants viennent assister aux courses ici, au Curragh. Avec la croissance de l'économie irlandaise au cours des 30-40 dernières années, nous avons vu grandir l'intérêt pour les courses de vitesse, l'entraînement et l'élevage. Désormais, tout le monde peut acheter des micro-parts dans un cheval de course et intégrer une association ou un club de course. On trouve des propriétaires de tous horizons et de toutes professions. Après des siècles de mise à l'écart, les Irlandais auraient de quoi se montrer triomphants. Shane, lui, fidèle à sa culture, se contente d'un discret sourire. Les chevaux, les entraîneurs et les jockeys irlandais semblent bien réussir ensemble. C'est peut-être inscrit dans nos gènes, je ne sais pas. Ou alors c'est quelque chose dans l'air. Allez savoir. Allez, on enchaîne avec Papy. Aujourd'hui, on va déjeuner en Chine, dans la province du Sichuan, qui est très réputée pour sa gastronomie. Zhang Wenyun, vous allez voir, c'est jongler avec les épices et avec des saveurs qu'il trouve parfois en pleine nature. Bonjour à tous, je m'appelle Zhang Wenyun. Ici, on est à Jieze, un village de la commune de Zhongzhou. Ce midi, je vais vous préparer un repas sain et naturel avec des légumes sauvages et du lapin rôti. Ces légumes sont excellents pour la santé. Les gens viennent de très loin pour les goûter. Regardez, là, il y a de la Houtunia cordata. Je vais en cueillir un peu plus. Ça, c'est du poireau sauvage pour accompagner la Houtunia cordata. Les deux ensemble, c'est délicieux. La récolte a été bonne. C'est parti, je peux cuisiner. Aujourd'hui, on va se régaler avec du lapin rôti. Une fois le lapin abattu, on enlève la peau. Un lapin de cette taille est généralement suffisant pour 7 ou 8 personnes. Je prépare l'assaisonnement avant de rôtir le lapin. Il faut des oignons, du gingembre et des piments marinés. Le lapin a un goût un peu fort. Tout cela va permettre de l'adoucir. Autour des épices, du poivre de Sichuan, du bouillon de poulet en poudre, de la sauce soja, juste un peu, de la pâte de haricots fermentés. J'ajoute du cumin.
Et maintenant, le piment en poudre. Je mélange pour que la marinade soit bien homogène. Avec ça, une fois rôti, ce sera délicieux. C'est parti, je vais faire griller le lapin. On va bien l'attacher. Si je serre bien les pâtes, il ne risque pas de tomber. En tournant régulièrement, le lapin ne brûlera pas. La chaleur se répartit uniformément. Il faut environ 1 heure pour le rôtir. Il faut le badigeonner d'huile, parce que le lapin ne contient pas de graisse. Maintenant, on va préparer les légumes sauvages. Je vais d'abord laver l'Utunia cordata pour en faire une salade. On utilise ça pour se réchauffer, comme le faisaient nos ancêtres. Je prépare l'assaisonnement de la salade. D'abord, on émince un peu d'ail. L'ail dans la salade froide, c'est bon pour les intestins. D'abord, on met du sel et de la poudre de poivre du Sichuan, un peu de vinaigre, un peu de sauce soja, du bouillon de poulet en poudre. Ça, c'est de l'huile de piment. Ajoutez environ 1 cuillère. Une fois bien mélangé, il suffit de servir. Voilà, la salade d'Utunia cordata est prête. On peut dresser l'assiette. Le lapin est cuit. Allons le chercher. La cuisson est parfaite. Les pâtes s'enlèvent facilement. Allons manger. On peut manger maintenant. Où sont les baguettes? Sors-les et mets-les sur la table. Maintenant, tout est prêt. On va manger. Tout le monde, asseyez-vous. Il y a du feu pour nous réchauffer. Je te coupe une pâte. Goûte pour voir. Cette viande a vraiment un goût très doux. Pour rejoindre notre dernière étape du jour, dans les Yvelines, on va emprunter une sorte de fusée sur roue créée par un ingénieur qui a pris tout le monde de vitesse à la fin du 19e siècle. C'est l'histoire inattendue. Le long de la Seine, en aval de Paris, entre 2 champs laissés à l'abandon, s'étend une route droite de 2 km. Ne vous fiez pas à sa limitation de vitesse. C'est une piste qui a enregistré des records. Dans la seconde moitié du 19e siècle, l'automobile voit le jour. Pressentie comme révolutionnaire par certains, les innovations progressent à grande vitesse pour ces carrosses d'un nouveau temps. Les premières voitures, propulsées grâce à des moteurs à vapeur, voient rapidement dans leurs rétroviseurs arriver les véhicules équipés de moteurs à essence ou électriques. Dans cette effervescence créatrice, un jeune pionnier entend mettre la gomme pour se démarquer des autres. Mathieu Flonneau, historien de l'automobilisme, nous embarque dans cette histoire. Camille Genazzi est un des acteurs de ce premier écosystème d'inventeurs de l'automobilisme électrique en l'occurrence. C'est un ingénieur électricien, belge d'origine, qui va s'installer à Paris et va avoir une compagnie de fiacres, électriques notamment. Pour obtenir la mainmise sur le marché des fiacres parisiens, ancêtres des taxis, Camille Genazzi et son rival, le carrossier Charles Gentot, jouent à qui sera le plus fort, le plus rapide. Et c'est justement sur cette fameuse ligne droite d'Acher qu'il se trouve en concurrence. L'ingénieur belge conduit ses propres bolides, alors son adversaire choisit un des tout premiers pilotes de course au monde. Le comte de Chasseloup-Laubat roule en fiacre Gentot, en voiture Gentot. Les armes de ce duel, des véhicules 100% électriques.
Et le pré de ce duel est le milieu des champs. La rivalité pour la vitesse et les records de vitesse vont avoir lieu sur la plaine d'Acher, qui a cet avantage d'offrir une grande distance en espace libre. On est dans l'ouest parisien, dans un endroit qui n'est pas si éloigné de la capitale et qui permet à tout l'écosystème, à tout ce milieu associé d'aristocrates, d'ingénieurs, de grands bourgeois, de se lancer un défi relativement chevaleresque. Les bolides de l'époque frôlent déjà les 50 km/h et la barre des 100 km/h n'a été franchie que par la locomotive à vapeur. Pour les chevaliers des temps modernes, cette ligne droite de 2 km permet de pousser les moteurs électriques au maximum de leur capacité. Ils établissent des records. Mais pour aller plus vite, il faut aller chercher autre chose que de la motorisation. Jusque-là, les automobiles s'apparentent à des boîtes à savon cubiques brinque-ballantes, comme nous le raconte Rodolphe Rapetti du Musée national de la voiture. Gentoo, comme d'ailleurs Genazzi, ont très vite compris que la problématique n'était pas celle de la puissance des moteurs, mais bien une question d'aérodynamique. Gentoo va carrosser sa voiture avec de la toile tendue, selon on l'appelle alors un ventre de baleine, c'est-à-dire qu'il va carrosser la voiture dessus et dessous, mais ce sont des adjonctions sur une voiture qui est classique. Genazzi, lui, et c'est là qu'on reconnaît la discipline de l'ingénieur, conçoit complètement un châssis qui est un châssis destiné à avoir une carrosserie profilée. En forme de torpille, revêtu d'un alliage d'aluminium léger, un poids réduit à son minimum, équipé de 4 pneus Michelin ayant fait preuve de leur solidité, tout est pensé pour la meilleure pénétration dans l'air possible. Le véhicule est prêt. Son nom, la Jamais Contente. Alors, il y a l'explication classique et malveillante qui est que Genazzi lui aurait donné le nom qu'il attribuait familièrement à sa femme. Je ne pense pas que ce soit ça. Je crois que la Jamais Contente n'est jamais contente d'elle-même. Et que face à Gentoo, la Jamais Contente n'a été jamais satisfaite de ses performances, peut-être jusqu'à ce qu'elle franchisse les 100 km/h. Fier de sa création, Camille Genazzi aligne la Jamais Contente sur la route d'Acher le 29 avril 1899. Il défile devant les spectateurs à une vitesse fulgurante. La direction de course est formelle, le pilote a parcouru les 2 km de piste en 34 secondes. Genazzi franchit pour la première fois la barre symbolique des 100 km/h. Et là, Gentoo décide d'abandonner. Genazzi est déclaré victorieux et c'est un événement qui, dans la presse, a une importance, un écho mondial. En dominant la route d'Acher, Genazzi est couronné maître de la vitesse. Mais si la bataille pour la célérité est gagnée, c'est une autre guerre qui se prépare. Une chose est très importante à comprendre, c'est qu'au tournant du siècle, tout est déjà inventé. L'histoire de l'automobile, ensuite, ne sera faite que de perfectionnement. Ce qui fait que la voiture électrique n'a pas réussi, c'est le temps de chargement et en fait la difficulté à trouver des points de chargement. Donc à cette époque-là, en dehors de cas très exceptionnels comme des voitures de course ou de record, la voiture électrique, ce sont surtout des taxis parisiens. En revanche, la voiture, le moteur à explosion, l'alimentation était beaucoup plus simple. Et c'est ce qui fait que la voiture électrique n'a pas fonctionné. Il faut attendre plus d'1 siècle pour que l'automobile électrique fasse son retour. En 2016, un nouveau record de vitesse d'une voiture électrique est établi sur un lac salé de l'Utah. Avec 549 km/h au compteur, ce bolide extrêmement profilé fait perdurer le rêve de Camille Genazzi. Sa marque, Venturi. Son nom, Jamais Contente. C'est bientôt l'heure de nous quitter, mais avant, on fait un détour par Barcelone pour la devinette. Allez-vous pouvoir gagner beaucoup d'argent sans travailler, comme le fameux Catalan dont je vous parlais tout à l'heure? Alors lui, il a fait très fort puisqu'il s'est fait passer pour le descendant du dernier empereur aztèque. Guillermo Grau est né dans un village des Pyrénées où on raconte qu'un conquistador aurait kidnappé la fille du dernier empereur aztèque, Moctezuma II, et l'aurait ramenée en Espagne au XVIe siècle.
Notre catalan est très feignant, mais il est cultivé. Il a donc l'idée de s'emparer de cette légende pour gagner de l'argent. Il se présente comme le descendant authentique de la lignée impériale aztèque. Il se met donc à vendre de faux titres de propriété de son supposé empire mexicain. Et ça marche. Même Franco tombera dans le panneau. Il sera tout de même arrêté à plusieurs reprises, notamment en 1987, pour avoir créé une ONG censée lutter contre le narcotrafic et qui, en réalité, lui servait à blanchir ses arnaques. Mais ça, c'est une autre histoire. Fespalt.